Sachez d'avance que j'assume complètement ce top 10 spécial film surcoté, et je m'en excuse d'avance. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme parce que cette vidéo va faire jaser dans les commentaires. Et je vous invite d'ailleurs à réagir, car tous les films que je vais vous citer, je suis convaincu qu'au moins 100% d'entre vous considéreront ces films que je considère comme surcotés. La plupart d'entre vous auront ces films, considéreront ces films comme des films de chevet, comme des films cultes, incriticables, exceptionnels, blablabla. Et alors je respecte ce top presque à contre-cœur, parce que je me doute bien que ça va créer quelques divergences dans les commentaires, et je vous comprends. Autant vous le dire tout de suite, je comprends tout à fait ce qu'on peut ressentir quand on critique les films qu'on aime bien. Qu'on mette les choses au clair, hein, les gars. Je précise encore une fois que ce sont mes idées, mon opinion, et en aucun cas je tente de vous influencer. À la rigueur, on peut en discuter, etc. Enfin, vous m'avez compris. Seulement, je vous comprends, je me mets à votre place. Vous croyez quoi? Vous croyez que je ressens quoi, moi, quand je présente des films que je considère comme parfaits? Comme par exemple, allez, au pif, des films comme Les Brasiers de la Colère ou Le Territoire des Loups. Deux films que j'adore, que je considère comme incriticables. Mais vraiment, je trouve que ces films n'ont aucun défaut. Et bah quand je montre ces films à quelqu'un et que je demande alors, qu'est-ce que t'en as pensé, hein? Avec l'espoir, le vif espoir que le mec va me sortir que c'est un des plus grands films qu'il a vu de toute sa vie, etc. Quand le mec me sort, ouais, franchement, je pas trop kiffé. Au niveau de la tête, je vais être comme ça. Ah d'accord, ok, bon, chacun ses goûts. Ça c'est pour faire joli, mais en réalité à l'intérieur, je vais être comme ça. Donc ne comptez pas sur moi pour vous jeter la pierre par rapport à vos réactions concernant cette vidéo. Mais avant que je lance la vidéo, forcément, évidemment, c'est le quart d'heure pampant. Les gars, si vous me regardez régulièrement sans être abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. Le faites pas pour moi, faites-le pour lui. Hein? Vous êtes plus de 60% à nous suivre régulièrement sans être abonné et je veux que les choses changent. Je veux atteindre les 10 000 abonnés pour le mois de juin, donc aidez-moi les gars, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Ça ne vous coûte rien, moi ça me rapporte énormément. Donc je sais que c'est chiant, je sais que c'est ennuyeux, mais s'il vous plaît les gars, faites-le pour lui. C'est urgent, il en a besoin, il a besoin de vous plus que... Enfin, c'est ça la réalité. C'est Pampan qui est derrière l'histoire, c'est lui qui me force justement à pousser à l'abonnement. J'y suis pour rien moi, c'est lui, hein? Allez, je vais le reposer, j'arrête de vous embêter. Et encore, excusez-moi auprès des abonnés qui en ont marre d'entendre ce genre de discours. Mais les gars, j'ai pas le choix. Une fois que je passe le cap des 10 000 abonnés, j'arrête de vous saouler. Franchement, dès que je passe le cap des 10 000, vous m'entendez plus demander sans arrêt « abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous ». Je vous jure que je vais mettre la pédale douce par rapport à ça. Ce que je veux, c'est atteindre les 10 000. Une fois que ça atteint, allez, c'est bon, on continue la chaîne tranquille, mais voilà. Je vous embête vraiment une dernière fois jusqu'aux 10 000, et après, je vous jure... Allez mon pote, c'est parti pour ce top 10 spécial film surcoté. Dernière chose à dire avant de commencer ce top, je tiens à dire que je prends en compte l'année où a été tourné le film, le contexte historique de l'époque, je prends en compte tout plein de paramètres à ce niveau-là, et c'est ce qui m'a fait justement revenir en arrière par rapport à certains films où je me suis dit non, celui-là mérite pas d'être considéré comme surcoté parce qu'à l'époque c'était révolutionnaire, c'était incroyable, etc. Par exemple, Avatar, je déteste ce film, je trouve l'histoire complètement... je vais rester poli, je ne peux pas supporter Avatar parce que, comment dire, moi son message, ça me saoule honnêtement, je voulais le mettre dans surcoté, mais... Une partie de moi s'est retenue parce que, mine de rien, c'est un film que je prends plaisir à regarder régulièrement, même si je déteste. J'ai horreur de ce message qui est trop nature, machin. Mais je prends plaisir de temps en temps à me le remettre, à les comprendre. Et je trouve que taper sur ce film, alors qu'à l'époque ça a été une révolution technologique, même si moi perso ça m'avait pas plus transcendé que ça, il faut reconnaître que... voilà. Et je sais que certains s'attendaient justement à ce que je le mette dans les surcotés, en fait je me suis retenu justement en pensant un petit peu au contexte de l'époque, etc. Même si bien sûr dans cette liste, il risque quand même d'y avoir, on va dire, quelques... je risque de me contredire par rapport à certains, mais ça, on en parlera dans les commentaires. Allez, je perds pas plus de temps, c'est parti, je mets en numéro 10, Full Metal Jacket, et la plupart d'entre vous vont me dire « Oh quoi, mon dieu, tu oses critiquer Stanley Kubrick, mais comment tu peux oser faire ça pour un cinéphile ?» Vous auriez raison de vous le dire, et d'ailleurs honnêtement, si je devais être honnête, j'aurais mis Shining en film surcoté. Oui, Shining, je déteste ce film, il m'a jamais fait peur, il m'a toujours fait chier, mais je préférais mettre Full Metal Jacket parce que j'estime que c'est un peu plus pertinent. Pourquoi c'est plus pertinent? Eh bien parce que Full Metal Jacket dit pas grand chose. Le seul truc dont on se rappelle de ce film, parce que par exemple, Shining, on rappelle de plein de scènes, la scène de l'âche, la scène de la course-poursuite dans le labyrinthe à la fin quand il finit gelé, le Nicholson, quelques scènes, la scène des gamines, par exemple, avec le tricycle, il y a plein de plans dont on se rappelle. Alors que dans Full Metal Jacket, le seul truc qu'on retiendra, c'est l'officier, là, le mec, là, le sergent Hartman. C'est le seul truc qu'on retiendra. Son relationnel avec Baleine, les punchlines qui balancent surtout en version française, et l'espèce de petite histoire qu'il y a derrière lui, comme quoi c'était un véritable sergent instructeur, patati patata. En fait, c'est le seul truc, le seul élément qu'on retient de Full Metal Jacket. Le reste du film est... c'est pas nul, c'est pas ce que je veux dire, mais quand on me le sort comme chef-d'œuvre, j'ai dit attendez, arrêtez vos conneries, c'est pas non plus
Non, il y a des bons plans, il y a des bonnes idées. Enfin, je dirais même que ce que je préfère dans ce film, c'est même pas le début, c'est le passage au Vietnam. Notamment quand on voit Guignol évoluer dans ce monde-là. Alors c'est pas le film de Vietnam cliché qu'on s'imagine, hein. Il y a quand même un autre fond de lecture qui est un peu plus pertinent par rapport aux autres films de guerre. Enfin, quoique, quand on creuse un peu, on s'aperçoit que ça ne dit pas grand-chose. Hein. Alors, je trouve qu'il ne dit rien, il ne propose rien. C'est incomparable avec un Barry Lyndon, merde, enfin bref, ce film-là, c'est incomparable avec Eyes Wide Shut, c'est incomparable avec Orange Mécanique même. Enfin, je trouve que ce film bénéficie comment ça s'appelle, voilà, d'une popularité que je n'explique guère. Moi perso, il m'a pas du tout marqué, il m'a même mis mal à l'aise en fait, mais ça je pense que c'était un peu le côté, c'était voulu de la part de Kubrick. C'est une espèce de film anxiogène, mais en même temps mi-fun et mi-sérieux, enfin c'est à moitié bizarre. Mais bon bref, pour moi c'est un film qui est largement surcoté, d'ailleurs la preuve, tout le monde le trouve génial, mais quand on demande aux gens un peu de nous raconter Full Metal Jacket, enfin ou nous sortir son Kubrick préféré, bah étonnamment Full Metal Jacket il est en dernier de la liste quoi. Si je devais par contre vous conseiller non pas un, mais deux films sur la guerre du Vietnam, je vous en conseille deux qui sont géniaux. Né un 4 juillet, un des films les plus bouleversants que j'ai vu qui va vous mettre, là pour le coup, vraiment mal à l'aise. C'est une torture psychologique ce truc, mais c'est aussi un chef-d'œuvre. Et aussi ce film que j'adore, qui est Tigerland, où là, ici, Colin Farrell incarne ce qui était quand j'étais ado, le héros de mon adolescence, le personnage de Roland Boz. J'en dis rien, mais pour ceux qui veulent apprendre à me découvrir mentalement comment je fonctionne, découvrez Tigerland et vous verrez à peu près quel est mon mode de fonctionnement, ma vision du monde, parce que j'ai été énormément influencé par le personnage de Roland Boz. C'est un peu mec calmelon, je sais, mais bon, je dis pas ça à tout le monde, hein, je dis ça aux quelques-uns qui m'adorent, qui m'aiment bien, et d'ailleurs, je vous salue et je vous kiss. Mouah. En numéro 9, là ça va commencer à vraiment jaser, là. Le Silence des Agneaux. J'ai jamais compris le succès de ce truc, mis à part le fait qu'il y ait Anthony Hopkins. Qui d'ailleurs, Anthony Hopkins, c'est pour moi aussi, je vais pas dire un acteur surcoté, je vais pas aller jusque là, mais presque. Parce que finalement, on le connaît que via ses performances dans Le Silence des Agneaux. Enfin bref, Anthony Hopkins, c'est un bon acteur, mais on n'a pas non plus affaire, je veux dire, à un Christian Bale ou un Robert De Niro, c'est-à-dire des acteurs caméléons qui peuvent se mettre dans la peau de qui ils veulent. Enfin, c'est des mecs qui sont vraiment, qui crèvent l'écran. Enfin, je veux dire, qui sont capables de jouer à peu près tout. Que comment il s'appelle, Hopkins, mine de rien, à part dans Le Seigneur des Anneaux, on n'a pas beaucoup de références. Personnellement, un de ses rôles qui m'a le plus marqué, c'est celui dans le film de David Lynch, Elephant Man. Juste la scène où il voit Elephant Man, son visage complètement bouleversé, ça m'a vraiment marqué. Pour moi, c'est peut-être une de ses plus belles performances, parce qu'il a réussi à dégager une émotion qui m'a vraiment percé au cœur. Mais alors, sa performance dans Le Silence des Agneaux, tout ça, je dis pas que c'est mauvais, mais les gars, c'est bon, quoi. On le voit que 20 minutes à tout péter dans tout le film, parce que oui, c'est très court, on le voit pas beaucoup, hein. Puis le reste, c'est une histoire d'enquête, voilà. Enfin, je trouve ce film triste, chiant, linéaire. En plus, c'est tourné, je crois, dans un coin des États-Unis qui est super triste, qui ressemble beaucoup à l'Europe, hein. Enfin, on n'est pas à Los Angeles, on n'est pas en Floride, on est je sais pas, dans la Virginie, dans un coin comme ça, je sais pas, dans le Maine, c'est-à-dire donc un coin avec que de la forêt. Enfin, j'ai l'impression que c'est tout le temps l'hiver là-bas, tout le temps hiver, pluie, ça ressemble un peu à l'Angleterre finalement. Enfin, c'est un film qui me fout le bourdon, qui m'assomme, mais pas pour des raisons vraiment cinématographique, hein. C'est un film que je trouve linéaire, chiant, qui m'a jamais fait de l'effet. J'ai dû m'y prendre à plusieurs fois pour le mater, c'est quand même grave. Et en tout cas, mis à part la performance je me souviens plus de l'acteur qui joue Billy the Kid, qui est vraiment très bon. Bref, en tout cas, à part sa performance à lui, j'ai pas retenu grand chose. En fait, pour moi, vraiment, pour le coup, celui qui joue vraiment bien là-dedans, c'est lui, quoi. Plus que Anthony Hopkins qui reste dans son coin derrière sa cellule, qui tire une tête de taré, et puis qui. C'est un moment, je sais qu'il a une scène où il s'évade, où il mord la tronche d'un flic, mais bon, en soi, c'est pas un film qui m'a vraiment marqué. En tout cas, c'est un film qu'on m'a souvent ressorti quand j'étais ado, en mode « Oh, c'est le plus grand film de tous les temps, machin », puis finalement, c'est comme pour Shining, hein, je regarde, je suis... Et allez-y dans les commentaires, je sais que je m'y attends. En numéro 8, Matrix. Aïe, 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 aïe. Je n'ai pas aimé Matrix au moment de sa sortie. Après, j'avais quoi? J'avais 9-10 ans, j'étais trop jeune. Je me suis dit, je vais le remater plus tard. Je l'ai maté à 15 ans, aucun effet. Je l'ai rematé à 20, aucun effet. À 25, pareil. À 30, pareil. Je suis imperméable à ce que dégage ce film. Vraiment, je note les qualités intrinsèques, hein, les qualités objectives, etc. Mais ce film ne me marque pas. Pas grand chose à dire, hein. C'est un film qui m'a pas tant fait d'effet, qui m'a pas impressionné, que j'ai pas trouvé incroyable. Et je sais que beaucoup me le sortent comme vraiment un grand chef de l'histoire du cinéma. Mais pareil, là aussi,
quand je demande allez, sortez-moi des scènes vraiment marquantes, à part les scènes en bullet time, enfin je veux dire en ralenti, donc c'est-à-dire des scènes d'action bourrin, voilà, qui n'ont rien à envier aux films d'action classiques, enfin même si évidemment là il y a une valeur ajoutée avec les ralentis, et ben en soi on se rappelle pas de grand-chose, à part le thème, l'histoire du lapin blanc, est-ce que je suis vraiment dans la matrice, est-ce que ça vaut pas plutôt le coup justement d'être dans la matrice plutôt que d'être dans un monde réel dégueulasse, pourri, etc. Certes, ça soulève des questions, mais en soi j'ai pas trouvé que le format des Wachowski était pas le plus pertinent, mais le meilleur au niveau de la mise en scène, parce qu'il y a une mise en scène très froide, très triste, et c'est peut-être voulu d'ailleurs, c'est peut-être ça qui marche justement dans ce film, mais en tout cas, c'est les éléments qui m'ont repoussé. En comparaison, un autre film que j'ai vraiment kiffé, qui est à peu près dans le même délire, et ça j'ai l'impression que beaucoup de gens l'ont oublié, mais c'est à peu près une sorte de Matrix avant l'heure, c'est Total Recall. Franchement, je recommande 100 fois Total Recall par rapport à Matrix, parce que mine de rien, ce film soulève presque les mêmes thèmes. Notamment via, rappelez-vous, l'histoire de la pilule. Franchement, c'était osé, quoi. Là, au moins, je préfère Total Recall parce que, dans son approche, c'est plus honnête. En numéro 7, un film que j'adore regarder, mais que je trouve vraiment surcoté, parce que je trouve qu'il est très gnangnan, c'est Pearl Harbor. Alors, oui, 100 fois oui, les scènes d'attaque de bateau, enfin, je veux dire, l'attaque éclair est incroyable. Elle est géniale, elle est sublime pour un film de 2001. Ça n'a pas pris une ride, c'est juste incroyable. Mais alors, l'histoire d'amour entre Affleck, Josh Hartnett, la meuf Kate Beckinsale, oh, c'était lourd, je veux dire. Bah, après, pour une meuf, c'est bien, pour une ado, etc. Mais alors, pour un adulte, je trouve que c'est... Enfin, j'ai pas... Ça qui m'a le plus saoulé, quoi. C'est que c'est en même temps, ça se veut sérieux, mature, et en même temps, ça rétropédale au niveau de... Voilà, au rang classique de films d'amour, etc. Bon, bref, j'avoue que il m'a pas plus transcendé que ça, quoi. On sent bien qu'ils ont brodé une histoire d'amour, hein, forcément, pour attirer le client, et surtout les clientes, hein, parce que forcément, c'est un truc qui parle davantage aux meufs. C'est un film qui, pour le coup, voilà, parle aux deux sexes, hein. Voilà, les gars, ils y vont pour le côté boing, action, machin, puis les meufs ont été voir le film pour le côté histoire d'amour avec Ben Affleck et machin. Normal, mais en tout cas, moi, j'ai été... Enfin, à part pendant les scènes de bataille, tout le reste du film, j'étais comme ça, quoi. À titre de comparaison, si on veut un vrai film de guerre des années 2000, enfin plutôt années 2010, Fury, je recommanderais jamais assez Fury. Fury est un film incroyable. Pour le coup, il est tout aussi réaliste au niveau des... Bah non, parce que je sais pas s'il est réaliste pour le coup, parce que je suis pas expert non plus militaire. Si vraiment c'est déroulé vraiment comme ça dans Pearl Harbor, etc., je pense pas que ce soit aussi spectaculaire comme on a vu dans le film. Ça devait être un truc de malade, hein, bien sûr, mais bon, là, enfin, je me rappelle du film de Pearl Harbor, enfin, je me suis dit, mais comment c'est possible humainement un truc pareil, quoi. Alors après, bon bref, je m'égare, mais quoi qu'il en soit, Fury, on est tous d'accord que la bataille finale contre la SS, elle est juste incohérente au possible. La bataille avec le tigre est juste délirante. Enfin, sans être un expert, je sais très bien que le tigre les aurait tous alignés, les tanks, y compris celui de Brad Pitt. Mais justement, la force de Fury, c'est qu'il ne se veut pas réaliste du point de vue des combats, il se veut réaliste du point de vue humain. Et à chaque fois que je vois ce film, c'est un uppercut dans la tronche, au niveau du jeu d'acteur, au niveau de... c'est lourd, c'est dur, c'est violent, c'est horrible, c'est réaliste. Et justement, c'est un des rares films de guerre à montrer les Américains comme tout sauf des héros. Tous les Américains ici sont montrés comme des ordures, ou presque, à part le gamin qui découvre la guerre, tous les autres sont montrés comme des soldats usés, fatigués, sans pitié, contre les prisonniers même qui sont butés sans vergogne, voilà, ils sont sales, ils ont les dents jaunes, ils sont pas du tout montrés comme les GI qu'on a l'habitude de voir dans les séries comme Band of Brothers ou des trucs comme ça, on voit toujours des soldats américains magnifiques, des jeunes hommes beaux gosses, où t'as l'impression que quand ils meurent, il y a leur visage qui se dessine dans le ciel, enfin où les mecs, dès que tu les croises, ils donnent des barrettes de chocolat aux gamins, enfin là on est vraiment dans un autre univers, un autre monde où là les Américains sont... Là, c'est la fin de la guerre, ils approchent de Berlin, ils sont fatigués, ils en ont marre, ils en ont plein le cul, et les mecs... Alors après, est-ce que c'était comme ça dans la vraie vie? J'en ai aucune idée. Mais l'ambiance lourde, violente, sans pitié et presque désabusée y est extrêmement bien retranscrite. Alors oui, je sais que les deux, Pearl Harbor et Fury, n'ont rien à voir, mais je tenais quand même à le soulever, quoi. Fury, je trouve, est un film de guerre qui malheureusement est encore pas sous-coté, parce que tout le monde l'a adoré, généralement tous ceux qui l'ont vu m'en ont dit que du bien, mais j'estime qu'il mérite... Voilà, il mérite encore le coup de pouce, quoi, parce que le film va fêter ses 10 ans cette année, donc bah, rien que pour le côté date anniversaire, il mérite le coup d'œil. En numéro 6, alors là, attention, là, je vais m'attaquer encore à un gros morceau, c'est The Revenant. Pouah, The Revenant, le seul truc dont on se rappelle de ce film, c'est l'attaque de l'ours, la bataille du début avec les Indiens, qui est très réaliste, hein, qui est très immersif, caméra à l'épaule, en long plan séquence, etc. Je ne critique en rien la patte esthétique du réalisateur, mais il y a 1 heure qui sert à rien, quoi. 1 heure, ouais, on voit DiCaprio qui est perdu dans sa tête, qui traverse voilà, le Canada ou j'en sais rien, la banquise. Il y a une partie d'1 heure qui est chiante, qui est bourrée de symbolique, bourrée de métaphores, et j'ai trouvé ça très lourd. Quelque part, certains vont dire que c'est justement la force de ce film, mais c'est justement ce qui m'a extirpé un petit peu du movie, justement. Et même si j'ai rien à redire par rapport à la performance des acteurs, de Tom Hardy, de comment s'appelle le DiCaprio, tout ça, parce que oui, Tom Hardy est vraiment très bon. La dernière fois, j'en ai parlé comme un acteur surcoté, mais je dois avouer que dans ce rôle, il est vraiment génial. Mais en soi, je vous le dis, ce film m'a fait ni chaud,
ni froid. Et je vais oser la comparaison avec un autre film que je pense la plupart d'entre vous vont détester, un film sur le même thème qui se déroule pendant la conquête des Amériques, tout ça. C'est Le Nouveau Monde de Terrence Malick. Il n'est pas fait pour tout le monde, il est particulier, vraiment très particulier, mais je sais pas, j'accroche. J'accroche à l'ambiance, j'accroche à ces longs silences, j'accroche à cette... Pourtant, je suis pas du tout un fan de Terrence Malick, c'est un réalisateur qui a tendance à me saouler en temps normal, La Ligne Rouge, voilà, j'ai pas du tout accroché. Tree of Life, il m'a gonflé de ouf, mais alors, je sais pas, j'ai une affinité pour Le Nouveau Monde. Je suis assez fasciné par ce film, il me rappelle un petit peu quelque part la mise en scène à la Oliver Stone pour le film Alexandre, film que la plupart d'entre vous détestent, presque à juste titre, mais je sais pas, Le Nouveau Monde, Alexandre, nostalgie, goût personnel, j'en sais rien, mais en tout cas, The Revenant on va dire, m'a déçu. C'est vraiment, je m'attendais, pour revenir vite fait à The Revenant, c'est pas que je m'attendais à mieux, mais je m'attendais pas, ouais, à 1 heure de trop sur 3 heures. Déjà, 2 heures d'un film, c'est quand même assez long en temps normal. Mais là, rajouter 1 heure de plus, je sais que c'est à la mode en ce moment, c'était à la mode en 2023, mais là, 2015, c'était... Ils ont à peu près testé, voir, attends, si on rajoutait 1 heure qui sert absolument à rien, juste pour garder les gens et pour appuyer le côté film indépendant, qui fait réfléchir, machin. En tout cas, moi, ainsi que ceux avec qui j'étais quand on était le voir, pendant un moment, on était à regarder nos montres en mode... il se passe quelque chose ou quoi, là? En numéro 5, bah tiens, comme on parle d'un film super long et chiant, bah je vais parler de Killer of the Flower Moon. Et oui, je sais que beaucoup d'entre vous le considèrent comme génial, etc. Mais moi, d'un point de vue esthétique, je trouve très pauvre, dans le sens où, je sais pas, déjà d'une déception, parce que je m'attendais à un dernier grand Scorsese, mais bon, malheureusement, bah, comme je l'ai dit, Scorsese à 80 balais, voilà, quoi, je veux dire, il nous a sorti deux, trois éléments qui rappellent que c'est un Scorsese au début, quand on voit le train arriver, avec les mecs qui se foutent sur la gueule, etc. 2-3 scènes qui rappellent vaguement un petit peu son côté assez irrévérencieux et assez osé, voilà, il tente des trucs, la scène chez les Francs-Mac où Robert De Niro lui met une fessée, pourquoi pas, enfin, à DiCaprio, ok. Mais je veux dire, à part ça, déjà, je le trouve très malhonnête, je leur dis encore une fois, j'avais déjà dit, mais moi, ce qui me fait chier dans ce film, c'est que j'ai pas trop compris, c'est que je me dis, attends, le mec, pendant des années, il nous fait des films où il glorifie les mafieux, il glorifie les mecs qui font des dingueries, des conneries, etc. Dans Les Affranchis, Casino, tout ce que vous voulez, des films que j'aime bien, attention. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce qui lui arrive? Il a une crise de voilà, 80 balais, il se dit merde, allez, je vais sortir un film qui est très spirituel, machin, qui va rendre hommage aux Indiens, etc. Puis en plus, il se donne le rôle à la fin, on voit Scorsese avec son petit micro en mode oui, c'est terrible ce qui s'est passé, une page lourde de l'histoire des États-Unis, machin, etc. Enfin, je me dis, attends, le mec, pendant toute sa vie, il nous fait la glorification parce que c'est ça la réalité, la glorification des mafieux. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Bah, regarde dans Les Affranchis, à la fin, le mec se retrouve dans une petite maison, il voit bien qu'il regrette, même chose dans le Loup de Wall Street, à la fin il finit en tôle. Non mais ça, on parle peut-être des 30 dernières secondes du film. 99% des gens qui vont voir ces films, ils retiennent que des lascars qui font des dingueries. Et ils retiennent que ça, ils retiennent même pas la fin, comme pour Scarface. Scarface, la plupart des gens retiennent principalement le côté argent facile, comment le mec, il dégomme tout le monde pour monter, pour grimper les échelons, mais personne retient qu'à la fin, bah, il fait des conneries, puis il se fait buter par son employeur. Ça, on l'oublie, quoi. Et bah, chez Scorsese, c'est la même chose. On retient principalement que le fait qu'ils mettent en avant des malfrats, et on oublie justement le concret, c'est-à-dire que les malfrats finissent par payer, quoi. Ils se font buter ou ils vont en zonzon, l'un ou l'autre, quoi. Trouver ça, c'est malhonnête de la part de Scorsese, de se dire, bah tiens, pendant toute ma vie, je vais mettre en avant des Kaira et des Lascars, parce que c'est la réalité, c'est ça. Et puis beaucoup de réalisateurs se sont inspirés de sa façon de faire, comme Kassovitz, par exemple, qui dans ses films nous a montré quasiment, il nous a glorifié que des repris de justice, ce que vous voulez, que des criminels, etc. Même si j'estime que, même si Kassovitz a quand même du talent, bon bah, Scorsese le surclasse largement, c'est même pas comparable, mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est ça qui m'a dérangé, c'est plus l'aspect moral. Je suis en mode, j'étais devant le film, mais putain, il est gonflé, quoi. Je veux dire, toute sa vie, le mec, il nous vend les mafiosos à l'italienne et tous ces trucs-là, je veux dire, et puis vers la fin, pouf, allez, on a droit à un film en mode rédempteur, oh là là. Oh, les Américains, on était tellement durs, on était tellement méchants, bon... quitte à être vraiment pertinent, autant faire un film sur un génocide ou une dinguerie qui a lieu à l'heure actuelle, comme l'avait fait très bien Stallone pour son John Rambo. Ok, c'est pas du tout le même style, ok, c'est pas du tout le même genre, mais au moins Rambo, Stallone, a réalisé un film sur un génocide, sur un massacre qui opérait au même moment, dans les années, dans une époque contemporaine, à savoir les Birmans qui sont massacrés par la junte militaire. Et ben ça, c'était osé, et ça, on le retient pas, quoi. Alors que par contre, Scorsese, il nous sort un film pour rendre justice aux Indiens sur des trucs qui sont passés il y a 100 ans, et là, tout le monde applaudit, quoi. Enfin, je comprends pas, quoi. Mais pour revenir, ça, c'était pour l'aspect moral, mais pour l'aspect... Les films de procès, faut arrêter avec ça. C'est chiant, c'est long, c'est interminable. 3 heures, mais ils croient que j'ai que ça à faire. Je veux dire, Scorsese de mater un film pendant 3 heures où on voit des gens parler, sérieux. Bon bref, c'est mon avis. Je n'aime pas Killer of the Flower Moon. Je sais que la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas d'accord avec cet avis. Je vous comprends tout à fait. Mais voilà,
Fallait que je vous le dise. Si on doit parler de films qui rendent justice aux Amérindiens, bah voilà, Danse avec les loups, 2 et avec Kevin Costner, au moins on ressent des émotions, au moins on voit des choses, au moins on voyage, au moins on vit des trucs, voilà, contrairement à Killers of the Flower Moon, on est passif pendant 3 heures, à attendre, rien. Et je ne parle même pas de la perf de DiCaprio, que la plupart d'entre vous ont trouvé génial, alors que là, il nous fait juste une pâle copie de, comment il s'appelle, de Marlon Brando dans Le Parrain, quoi, avec sa mâchoire mise en avant, là. J'ai trouvé ça vachement lourd. En numéro 4, alors attention, là ça va encore plus jaser, History of Violence. Wow, alors le film n'est pas mauvais en soi, mais je comprends pas le succès de ce truc. Enfin, on nous le vend comme le meilleur des Cronenberg, alors que justement, je trouve que c'est le film qui a amorcé la fin de l'âge d'or de Cronenberg. Parce que moi, je suis un vrai cinéphile, les gars. Moi, j'adore Cronenberg à l'époque où il avait pas de thunes, à l'époque où il galérait, à l'époque où il commençait à s'implanter à Hollywood, parce qu'il avait la dalle, parce qu'il voulait montrer des trucs. Et la plupart d'entre vous n'ont pas vu, par exemple, ce film-là. Quasiment personne l'a vu, et pourtant, il est juste excellent. Il n'a pas une thune, mais pourtant, l'attention est là, l'ambiance est là. Il commençait vraiment à implanter son style Cronenberg. Il commençait vraiment à implanter son style Cronenbergien. Dead Zone, par exemple, j'ai adoré, j'ai surkiffé Dead Zone. La Mouche, j'en parle pas, c'est le film justement qui l'a mis en avant. Vidéodrome également mérite le coup d'œil. Enfin, moi, c'était le cinéma de Cronenberg des années 80-90, perso, c'est celui que je préfère. Mais celui des années 2000, il a commencé à se standardiser, et ce film est ultra standard. À part la scène où on voit le mec se faire exploser la gueule, on voit justement le mec avec le... Je montre pas l'image parce qu'elle est dégueulasse, mais il a avec la mâchoire explosée sur le sol. Il y a juste ça qui me rappelle Cronenberg, parce que Cronenberg a un peu ce fétiche de la chair, les trucs comme ça, les bouts qui s'arrachent, etc. Et c'est le seul moment qui m'a dit « Ah, ça c'est un Cronenberg ». En fait, c'est un film que je trouve très classique, qui ne ressemble à rien à un Cronenberg, c'est juste un film d'action classique, un film d'action, voilà, on se pose des questions sur des mystères, mais... En soi, la bande-annonce se suffit à elle-même. Hein. Et le truc qui me gonfle la mort dans ce film, c'est la musique. Wow, jamais écouté une musique autant hors sujet. Non mais franchement, réécouter la bande-son de ce film, j'ai presque l'impression d'entendre la même bande-son que pour Le Seigneur des Anneaux, quoi. C'est une bande-son épique, avec une musique voilà, hyper importante. Enfin, j'exagère un petit peu, mais c'est pas loin, quoi. Alors je pense que c'est à peu près le même compositeur que pour Existence. Il, là, pour le coup, est très Cronenbergien dans son style, qui est particulier. Je ne le considère pas comme un chef-d'œuvre par rapport à ce qu'il faisait dans les années 80, mais il y avait quand même une grosse valeur ajoutée, il y avait beaucoup de pertinence, que History of Violence, c'est vraiment très standard, pas du tout digne d'un Cronenberg. Et je ne parle même pas du film qui est sorti ensuite, à savoir Les Promesses de l'Ombre, qui est chiant de ouf. J'ai adoré l'ambiance, l'esthétique, tout ça, le côté mafieux russe, les Ivor les Zakogne avec les tatouages et tout, mais alors, à part ça, le film est long, quoi, long. Il est beaucoup moins long qu'un Killers of the Flower Moon, mais il est tout aussi chiant, quoi. Et pour revenir à la musique de History of Violence, c'est franchement ça qui m'a fait sortir du film. Je me dis, attends, on voit juste un mec courir dans la campagne, quoi. Pourquoi vous nous mettez une musique épique comme si c'était du John Williams? Ça sert à rien, quoi. Enfin, c'est ça que je retiens principalement de ce film. Enfin, la seule perf que je retiens, c'est celle de Ed Harris, qui était vraiment badass avec son œil balafré. Et là, par contre, il était vraiment cool. Mais en dehors de ça, ouais, ce film m'a pas vraiment laissé tant de marques que ça. J'ai trouvé ça décevant de la part de Cronenberg. En numéro 3, Man on Fire de Tony Scott. Et je sais que beaucoup d'entre vous, surtout les fans de Tony Scott, adorent ce film. Moi, je le déteste. La mise en scène est beaucoup trop chaotique. On comprend rien, ça n'a pas de sens. Il y a une espèce d'effet clipesque qui est abusé, mais jusqu'à l'os, quoi. Et pourtant, j'ai cru lire que Tarantino l'avait adoré. Enfin, je veux dire, quitte à regarder un Tony Scott, moi je préfère regarder True Romance. True Romance, c'est un chef-d'œuvre. C'est pour moi un des plus grands chefs-d'œuvre des films d'action des années 90. Vous voulez regarder un vrai Tony Scott, regardez True Romance. Ou regardez The Lost Schoolboy, enfin le dernier Samaritain, qui est super drôle, mais pour moi, True Romance, c'est vraiment un des 5 meilleurs films des années 90. Et film d'action, voilà, on m'a compris, quoi. Et bref, par contre, Man on Fire, c'est que, en soi, l'histoire est très bien, l'histoire d'un mec, d'un garde du corps et tout, qui retrouve foi à la vie, après qui garde une petite gamine, etc., c'est super cool, mais alors, ils abusent à fond avec le côté, oh là là, Denzel Washington, je suis en souffrance, je suis pas bien, cette gamine, c'est, elle me redonne un sens à ma vie, etc. C'est très bien, c'est très cool, seulement la mise en scène est merdique. Il était très bon, Denzel Washington, dedans, mais oh, le côté clipesque qui bouge dans tous les sens, enfin, qu'est-ce qui nous a fait, on dirait une œuvre expérimentale. Et je parle même pas des scènes de vengeance qui sont toutes molles. Enfin, on ressent... Si vous voulez regarder un vrai film de vengeance, je vous invite à regarder Death Sentence, qui lui, par contre, est beaucoup plus déter, beaucoup plus vénère, beaucoup plus violent, beaucoup plus rentre-dedans, beaucoup plus cash, beaucoup plus honnête. Film avec l'excellent Kevin Bacon, un film de James Wan, celui qui a réalisé Les Sauts, Les Conjuring.
Bah tiens, si dois vous conseiller un film de vengeance, je vous conseille plutôt Death Sentence, où là, pour le coup, on met en avant un mec normal, un type lambda qui connaît pas la violence, alors que là, on a affaire une fois de plus à un ex-agent surentraîné de la CIA, blablabla. Mais bref, à part ça, pour certains, l'esthétique de ce film, c'est un point fort, pour moi, c'est un gros point faible, parce que j'ai eu mal à la tête, quoi. Mais la perf de Washington, de Christopher Walken aussi, puis également de Mickey Rourke, ils crèvent tous l'écran, mais la mise en scène de Tony Scott, je sais pas ce qu'il lui a pris, quoi. Le mec, il s'est dit, putain, c'est les années 2000, j'ai un truc clinquant, où on comprend rien, ils vont tous adorer, quoi. En numéro 2, je vais parler d'un film récent, je vais enfoncer une porte ouverte, surtout si vous me connaissez, c'est Oppenheimer de Christopher Nolan. Une honte, une fraude, je ne comprends pas le succès de ce film, encore là aussi un film de procès. Oh mon dieu, c'était vraiment une épreuve. 3 heures à supporter ça, la mise en scène noir et blanc très prétentieuse, le jeu d'acteur qui est vraiment aux fraises. Ça fait que de jacter, les mecs ne font que parler presque pour ne rien dire, quoi. Ça veut nous envoyer trop d'informations dans la gueule, ça veut nous envoyer trop de personnages dans la gueule, c'est lourd, et vous verrez que ce film ne passera pas l'épreuve du temps. Je suis convaincu que dans quelques temps, on reviendra en arrière et on considérera ce film comme surcoté. Vous verrez, ce sera... vous verrez, c'est mon instinct qui me le dit, mon bon sens qui me dit attention, ding 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 ding, tu vas voir que dans le futur, on dira que ce film n'apporte rien, n'apropose absolument rien non plus, c'est la prétention incarnée ce film pour moi. C'est vraiment, je ne comprends pas son succès aux Golden Globes, je ne comprends pas son succès, parce qu'il va avoir un succès aux Oscars, il va en décrocher, c'est sûr et certain, on va pas y louper. Alors après, on peut dire aussi que c'est parce que 2023 a été une année très pauvre en termes de cinéma, donc quelque part, c'est presque un bon film à côté de tout ce qui est sorti, mais même là encore, je pense qu'il y avait beaucoup mieux. Et pour le coup, je trouve que Killers of the Flower Moon est bien mieux que Oppenheimer, c'est dire, moins prétentieux, moins lourd. Il y a des silences dans Killers of the Flower Moon, c'est comment les acteurs savent fermer leur gueule à un moment, puis on a la perte de De Niro quand même, De Niro est incroyable dans Killers of the Flower Moon. Or ici, ils sont tous en roue libre, quoi. Enfin je veux dire, ils donnent tous le minimum syndical, même Robert Downey Jr. est pas incroyable, qu'on arrête de se raconter des conneries les mecs. Ok, ils l'ont vieilli prématurément, mais c'est tout, quoi, c'est la seule valeur ajoutée. Bref, je pourrais cracher sur ce film pendant des heures, mais bon, je vais m'arrêter là. Le truc, c'est comme c'est un film de Nolan, Nolan essaye un petit peu de nous égarer avec des intrigues et des sous-intrigues et des sous-sous-sous-intrigues et des sous-sous-sous-sous-intrigues, avec des sous-personnages, où il y a encore des sous-sous-personnages, où il y a encore... C'est la technique de Nolan, vous envoyez un max d'informations pour que vous n'ayez pas le temps de traiter, vous envoyez un max de personnages, un max de stars qui sont tous contents de bosser pour Nolan parce qu'ils savent très bien qu'ils vont tous produire le minimum syndical, c'est la réalité. Tout le monde est content de bosser pour Nolan parce qu'ils savent très bien qu'ils vont juste se tourner les pouces pendant le tournage et puis avoir une super pub. Pour moi, c'est ça pour moi, c'est pour ça que ça cartonne, hein, les films tout le monde de bosser chez Nolan. Hein. En tout cas, ouais, Oppenheimer, torture en ce qui me concerne. À la rigueur, si vous voulez flipper, parce qu'en plus, Nolan a eu l'arrogance de dire, oh là là, quand des gens ont été voir mon film, ils ont eu peur. Hein. Ils se sont dit, oh là là, la bombe atomique, oh c'est sérieux, oh ça peut péter. Parce que oui, je veux dire, je vois pas comment on peut avoir peur d'un film, sachant qu'on est là, quoi. Oui, on parle de l'invention de la bombe atomique, mais on est là. Donc ça a pété, ok, mais on n'est pas mort. Donc c'est que c'était pas si dangereux que ça. Enfin, la tension n'était pas aussi incroyable. Enfin, j'ai pas pu m'empêcher de me dire ça pendant tout le film. J'ai dit, attends, ils essayent de nous faire croire que... Enfin, ils essayent de nous faire réfléchir là-dessus alors qu'on est là. La bombe atomique ne nous a pas tués, pas encore. En tout cas, j'ai du mal à ressentir une certaine peur. Contrairement à ce film, 13 jours, où là, j'avais un peu de tension. Une histoire qui se déroule pendant la crise des missiles de Cuba. Et honnêtement, pendant le visionnage, j'étais en mode « Wow, putain, en fait, ouais, on est vraiment passé à ça de nous faire déglinguer, quoi. » Alors qu'on n'a pas cette tension dans Oppenheimer, parce qu'on pouvait très bien se dire « Ah ouais, si les mecs s'étaient plantés pendant leur test dans le désert, on aurait peut-être pu tous être ravagés, on aurait peut-être pu tous être réduits en poussière, je sais pas, télescopés dans une autre dimension, on n'en sait rien. » Parce que j'avais pas cette tension, j'avais pas cette peur, alors que dans 13 jours, eh ben, j'avais cette tension. Ok, l'histoire se déroule dans les années 60, ça n'a pas pété à Cuba, il n'y a pas eu de bombe atomique ni rien, mais pendant le film, j'étais quand même à cran, quoi. J'étais en mode wow, c'est un super film d'action, enfin où il n'y a pas des courses-poursuites ni rien, mais c'était un film qui m'a tenu en haleine. Bref, en tout cas c'est pour la comparaison. Si vous voulez vraiment ressentir des émotions par rapport à une histoire sur la bombe atomique, bah écoutez, évitez Oppenheimer, misez plutôt sur 13 jours. Et enfin, pour terminer en number one, un film que tout le monde adore, qui est considéré comme un des meilleurs films de tous les temps, rien que ça, The Social Network. Je le trouve chiant. Je m'y suis mis à plusieurs fois vraiment pour tout mater. Alors je sais que l'histoire est intéressante, l'histoire de la création de Facebook, etc. Oui, c'est intéressant. Oui. C'est parce que je dis pas le contraire. Seulement, là pour moi c'était du Christopher Nolan avant l'heure, quoi. C'est que, en gros, c'est pour les mêmes problèmes que pour Oppenheimer. Ça tchatche sans arrêt. Il n'y a pas de moment où il y a de blanc. Ça ne fait que parler. Et ajoutez-y à ça le jeu de Heisenberg, qui a toujours le même rôle, toujours la même façon de parler, la même façon...
Alors, je peux pas le doubler en anglais, mais je veux dire, il parle comme ça. En fait, il parle toujours vite, il parle de cette manière. En fait, il parle toujours de façon un peu coincée, parce que c'est une espèce de geek, hein, parce qu'il joue un geek, donc forcément, il parle de cette façon. Et puis, il a une espèce de côté un petit peu halluciné à chaque fois. Enfin, il a exactement le même rôle d'ailleurs dans Zombieland, ou plutôt Zombieland. En fait, c'est ça le truc, c'est que dans Zombieland, il a exactement presque le même rôle que Social Network. Hein, c'est presque le même personnage, quoi. Voilà, anthropologiquement, socialement, c'est un geek, voilà, qui passe son temps dans des ordis, c'est les mêmes personnages, quoi. Et ça qui est chiant chez Heisenberg, c'est que le mec a jamais su réellement réinventer son jeu. Il s'est un peu, je veux dire, endormi sur sa zone de confort. Enfin, il s'est un peu, voilà, il s'est laissé tomber dans sa zone de confort. Il nous sort toujours le même rôle. Et je trouve que Social Network, bah, malheureusement, ce film souffre de sa présence. Et l'histoire est c'est tellement académique. C'est académique dans la mise en scène. Au niveau de Fincher, pour le coup, là, il nous a rien proposé de ouf, quoi. C'était vraiment pour le coup un film de poseur, quoi. C'est, je mets mon filtre, mon esthétique typique à la de Fincher, et vas-y, montre-nous, fais-nous du Zuckerberg sans faire du Zuckerberg, parce que oui, hein, Jesse Eisenberg ne joue pas Mark Zuckerberg. Hein. Mark Zuckerberg, je vous invite à le regarder en interview. Vous comparez avec la perf de Jesse Eisenberg, c'est le jour et la nuit. Hein. Les mecs n'ont rien à voir, hein, ils ont rien en commun. Hein. Eisenberg en fait des caisses, Zuckerberg juste normal. Et en tout cas, bref, le film m'a gonflé, m'a saoulé, je comprends pas son succès. C'est comme pour Zodiac, je comprends pas. C'est des films longs, interminables, qui ne disent pas grand-chose, des films d'enquête, les trucs comme ça. Enfin, j'accroche pas du tout à ce genre de style, mais pour moi, Social Network, à chaque fois, ça me fait halluciner parce que je vois qu'il a sans arrêt des super bonnes notes, des 10 sur 10, des machins. Mais wow, pourquoi, en quel honneur? Je veux dire, oui, ok, c'est pas un mauvais film, mais il mérite certainement pas le succès qui s'est tapé. Enfin, je veux dire, en termes d'Oscar, de récompense, etc. Enfin, c'est mon avis, hein. Mais pour moi, ouais, c'était un peu l'Oppenheimer avant l'heure, quoi. C'est long, ça parle sans arrêt, c'est trop long, je veux dire, ça parle sans arrêt, les enjeux sont pas aussi ouf, enfin, ils sont pas traités à la manière dont ils devraient être traités. Enfin, perso, pour moi, c'est dès qu'on me propose une soirée... imaginez, vous êtes en soirée chez un pote, il vous propose de regarder Social Network, changez d'amis, hein, parce que ce pote, il vous veut du mal. Hein. Et en comparaison, qu'est-ce que je peux vous donner comme titre de film pour... je sais pas, tiens, Night Call, excellent, chef-d'œuvre. Rien à voir, pas la même histoire, pas le même sujet, mais c'est un des plus grands films des années 2010. Je vous invite à voir ce chef-d'œuvre si vous ne l'avez pas encore vu. Voilà, ça risque de faire l'unanimité, film incroyable, performance incroyable de Gyllenhaal. Voilà, je pourrais faire une vidéo entière sur ce chef-d'œuvre, mais plutôt que de perdre votre temps et vous ennuyer devant Social Network, à la rigueur, lisez la biographie de Mark Zuckerberg sur Wikipédia, matez plutôt un film où vous ressentirez des trucs, où il y a de l'émotion, où il y a un message, matez plutôt Night Call. Allez, moi les pampans, on s'arrête là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Enfin, j'espère surtout que je vous ai pas trop offensé, c'est ça le truc. Donnez votre avis dans les commentaires, lâchez-vous, faites-vous plaisir, et encore une fois, je le dis, les nouveaux qui kiffent le format, abonnez-vous à la chaîne et vous désabonnez pas, s'il vous plaît. Je pense si j'avais su, parce que je sais que cette vidéo va déranger, donc voilà, je suis désolé pour ceux que j'ai choqués, pour ceux que j'ai gênés, bon voilà, je comprends, mais pensez à Pampan. Allez, c'est bon, je m'arrête là, je vous kiffe, plein de bisous à tous, prenez bien soin de vous, ciao.